Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la notation extra-financière des ETI en partenariat avec l'agence Etifinance. J'ai le plaisir d'accueillir Julia Hacke, directrice de l'agence Etifinance ESG Ratings, et Anne Chanon, directrice de la recherche et des opérations de l'agence. Bonjour à toutes les deux et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Juste en guise d'introduction, Julia, tu es docteur en économie, avec un long parcours dans l'univers du développement durable et de l'ESG. Tu es ancienne membre de la commission Finances durables du gouvernement allemand et co-autrice du livre L'entreprise légère. Merci Julia. Anne, tu es diplômée de Sciences Po Paris et tu t'es rapidement spécialisée sur les sujets de la soutenabilité et tu as rejoint le secteur de la finance durable et l'agence Etifinance il y a une dizaine d'années. C'est une longue expérience des ETI et on se connaît depuis longtemps, donc merci de ta confiance, merci d'être là. Pouvez-vous peut-être nous présenter Etifinance en quelques mots? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Nathalie et bonjour à tout le monde. Donc, Etifinance est une agence de notation extra-financière et financière. On a beaucoup évolué sur les 20 dernières années depuis notre création en 2004. Et on a notamment beaucoup grandi ces 4-5 dernières années, notamment à travers un certain nombre d'acquisitions en Allemagne et en Espagne et en France. Et donc, on a aujourd'hui cette double activité de notation financière et extra-financière. Donc avec 5 bureaux à travers l'Europe, donc dans ces 3 pays-là, 350 et un peu plus de clients à travers l'Europe. Et on est enregistré auprès de l'ESMA pour notre activité de notation financière, avec à peu près 160 employés. Donc, pour ce qui est de l'ESG qui nous intéresse aujourd'hui en particulier, donc on a récemment scindé en deux nos activités et je reviendrai tout à l'heure aux raisons qui sont réglementaires. Donc, on a créé d'un côté notre agence de notation ESG et de l'autre côté un pôle de conseil et de solutions ESG qui sont exclusivement à destination donc, des institutions financières et des investisseurs, avec des solutions plus sur mesure de conseil, de recherche, aussi de notation, mais plus sur les référentiels de notation de nos clients, par exemple dans le private equity. Alors pour ce qui est de l'agence de notation ESG qu'on représente avec ma collègue Anne, donc on a deux types d'offres à la fois pour les investisseurs et pour les émetteurs. Donc pour les investisseurs, on fait de la notation ESG non sollicitée et on produit un certain nombre de données ESG que les investisseurs utilisent dans leurs décisions d'investissement, dans leur reporting, etc. Pour les émetteurs, j'ai un autre slide qui le détaille un petit peu plus, donc, à savoir donc, les entreprises et d'autres organisations qui souhaitent nous mandater pour les aider à mieux comprendre leurs performances extra-financières, donc leurs performances de développement durable, de RSE. Donc, on a ce qu'on appelle les Sustainability Assessments, c'est aussi des notations extra-financières, mais un peu plus approfondies. On a des scorings, donc des scorings ESG, donc les notations sollicitées, sur le même modèle que notre notation non sollicitée. Et puis, on a d'autres scorings, climat, taxonomie. On peut y revenir un peu plus tard si vous le souhaitez. Et bien évidemment, on a aussi notre offre de seconde opinion pour l'émission d'obligations vertes et durables. Alors, je propose que Anne oui, peut-être quelques mots sur l'équipe. Donc, dans l'équipe de l'agence, on a un pôle de recherche. Ils nous alimentent sur les méthodologies, etc. Et l'équipe que j'anime, ce sont des analystes. Alors, peut-être pour les caractériser, 3 points. D'abord, forte culture RSE, puisqu'avant, on avait un département de conseil RSE. Et tous ces consultants ont réintégré l'agence. Donc, on a vraiment
des profils assez expérimentés en matière de RSE. C'est le premier point. Deuxième point, organisation sectorielle. Et ça, c'est important. On va affiner au fil des ans, mais déjà, on a 4 secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, nos analystes suivent les controverses ESG d'un secteur, la réglementation ESG d'un secteur. Donc ça, c'est super important pour être pertinent derrière. Et puis aussi, c'est une équipe, alors je ne dis pas internationale, je dis multilocale, parce qu'on a des Allemands, des Turcs, des Espagnols, des Portugais, des Français, bien sûr. Et ça a l'air de rien, mais souvent nos clients, c'est un motif de préférence parce qu'ils aiment bien travailler dans la langue locale. Voilà ce que je peux dire des équipes. Merci. Alors on va s'intéresser peut-être à la notation non sollicitée et le mode d'emploi. Pouvez-vous nous expliquer pour qui vous faites ces notations, en quoi cela consiste-t-il et à quoi il faut faire attention en tant qu'entreprise, en tant qu'entreprise notée? Oui, avec plaisir, encore une fois. Donc, nos notations non sollicitées, en gros, c'est une base de données de notation ESG que l'on crée et qui s'adresse aux investisseurs, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a bien sûr un certain nombre d'investisseurs précurseurs qui ont pris à cœur le sujet du développement durable depuis beaucoup d'années. Et par contre, aujourd'hui, c'est aussi la réglementation qui oblige les investisseurs à au moins rendre compte de leurs investissements en ce qui concerne donc, les sujets environnementaux, sociaux, et de gouvernance et éthique, etc. Et donc, du coup, ce sont vraiment les investisseurs qui s'intéressent à nos notations et qui achètent une souscription à notre base de données. Donc, cette base de données, elle comprend aujourd'hui 2300 entreprises européennes. Donc, on est vraiment spécialisé chez ETF Finance dans les entreprises européennes. Et pour la plupart, en tout cas jusqu'ici, c'est un univers plutôt de petites et moyennes entreprises. Donc on n'est pas beaucoup, un petit peu, et de façon grandissante, mais on n'est pas beaucoup sur les très grandes entreprises multinationales. Donc peut-être quelques mots sur notre méthodologie. Donc on couvre 4 thèmes, donc l'environnement, le social, la gouvernance, et on a un 4e sujet qui s'appelle partie prenante externe. Donc d'autres agences de notation ESG intègrent ces sujets-là, comme les relations avec les fournisseurs, par exemple, dans la partie sociale. Nous, on a décidé de créer ce 4e thème parce qu'il n'y a pas que du social dans les relations avec les fournisseurs, bien évidemment. Et puis, quand on regarde donc la relation d'une entreprise avec ses parties prenantes, avec la société civile, la responsabilité pour ses produits, par exemple, ce sont souvent des sujets aussi environnementaux. Voilà, donc on a ces 4 thèmes avec donc un certain nombre de sous-thèmes et en tout 140 indicateurs que l'on couvre. Et donc après, avec un système donc, de pondération des notes que l'on attribue à chaque sujet, on arrive à un score entre 0 et 100, donc 100 étant la meilleure note. Alors, peut-être quelques mots très importants sur le processus de notation, puisque, un peu comme tout le monde, bien évidemment, on commence par une collecte de données, et notamment donc, les données publiquement disponibles, donc tout ce que publie une entreprise dans son rapport de développement durable, dans son rapport RSE, et dans son rapport d'activité, et dans d'autres publications sur son site web, etc. Donc, c'est une collecte de données importante. Et donc là, du coup, bien sûr, le reporting des entreprises est extrêmement important. Donc, tous ceux qui s'arrachent les cheveux au quotidien, sachez que voilà, nous, on lit vraiment, on analyse vraiment les données que vous publiez dans vos publications et sur votre site Internet. Donc, on a aussi un certain nombre de points de contrôle de qualité qui sont très importants parce que voilà, on peut toujours peut-être se tromper dans une donnée renseignée. Donc, on a tout un système assez élaboré de vérification de la bonne qualité de nos données. Je dirais que
la partie la plus importante de notre processus de notation, c'est le dialogue avec l'entreprise. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue aussi par rapport à d'autres agences de notation ESG, parce qu'on contacte systématiquement l'entreprise, on lui soumet ces données collectées et donc elle a la possibilité non seulement de revoir les données et de nous faire part éventuellement d'erreurs ou de rectifications. Et puis, elle peut aussi tout à fait nous contacter pour avoir une vraie conversation. Donc, on a assez souvent un vrai dialogue en visioconférence ou autre avec les entreprises notées. Et donc, ceci est d'autant plus important que l'on note les petites et moyennes entreprises qui publient encore aujourd'hui moins de données extra-financières que ce qui est le cas pour les grosses sociétés multinationales. Voilà, et donc peut-être quelques derniers mots avant de repasser aussi un petit peu la parole à ma collègue Anne. Sur notre couverture, donc je vous ai dit qu'on couvre 2300 entreprises à peu près en Europe. Donc on choisit les entreprises selon un certain nombre de critères, donc notamment leur appartenance à certains indices boursiers, puisque la plupart des entreprises, ou la plus grosse partie des entreprises notées sont des entreprises cotées en bourse. Donc, il y a un certain nombre d'indices PME et ETI que l'on suit. Après, on a des règles de taille économique et financière de l'entreprise, bien sûr, qui sont listées là sur l'écran. Et on couvre aussi, donc je l'ai mentionné, les principaux indices large cap pour les marchés européens les plus importants. Donc on couvre le CAC 40 bien sûr, le DAX en Allemagne, le SMI en Suisse et le FTSE 100 pour le UK par exemple, pour le Royaume-Uni. Et puis voilà, enfin, on a aussi quelques clients investisseurs qui nous demandent d'intégrer quelques autres entreprises voilà, dont ils ont besoin pour leur analyse. Voilà, et donc du coup, ça fait une répartition, comme vous voyez en bas à droite sur le slide, une répartition géographique qui est donc relativement... Enfin, pas super équilibré, bien sûr, entre tous les pays en Europe, mais sachez qu'on couvre aussi, comme je l'ai dit, pas que l'Union européenne, mais aussi le UK, la Suisse. Voilà, donc c'est un univers qui intéresse beaucoup donc nos clients, et notamment les gérants de fonds small et mid cap européens. Voilà, donc Anne. Peut-être souligner pour les entreprises qui nous écoutent, celles qui sont dans le scope, c'est-à-dire voilà, si vous cochez les critères, si vous êtes coté, il y a quand même des précautions à prendre, puisque finalement être noté par une agence comme Etifinance, c'est une occasion d'être valorisé vis-à-vis des investisseurs, hein, puisqu'ils vont regarder ces notes ensuite pour choisir leur univers d'investissement, piloter leur reporting, etc. Donc, premièrement, Julia l'a dit, mais prêtez vraiment attention à ce que vous publiez. On a souvent des entreprises qui ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas bien notées, mais on leur dit, mais il faut que ce soit public, puisqu'on travaille sur données publiques, donc faites attention à ce qui est publié. Alors heureusement, il y a une deuxième chance, puisqu'il y a ce dialogue dont parlait Julia, mais là aussi, trop nombreuses sont les entreprises qui ne pensent pas à nous signaler quand les contacts changent. Or, c'est super important, là encore, c'est un détail, mais si vous voulez être sûr qu'on contacte la bonne personne et que le mail ne tombe pas dans le vide, signalez-nous les changements. Prêtez-vous au dialogue. Alors en France, l'habitude est bien prise par les entreprises qu'on couvre. Le taux de dialogue est bien plus important que dans d'autres pays, mais voilà, répondez, parce que c'est une occasion pour vous, entreprise, de pouvoir préciser la donnée qu'on a précollectée. Et peut-être un autre commentaire qui est que, certes, toutes ces données, ces notations, elles sont collectées avant tout pour des clients qui sont des clients investisseurs, mais les entreprises peuvent évidemment
accéder à ces résultats. Il y a 2 façons d'y accéder. À partir du moment où vous êtes noté, vous pouvez, si vous souhaitez simplement accéder à votre note, c'est gracieux, il suffit de... voilà, vous aurez communication de votre note ESG globale. Ensuite, pour celles qui souhaitent avoir plus de granularité par thématique, se comparer à un benchmark d'entreprises comparables, etc., là, il y a une offre qui s'appelle les rapports premium et qui est aussi à disposition. Donc, il faut aussi savoir, mais je pense que la plupart des entreprises qui nous écoutent le savent, mais il faut aussi savoir le mode d'emploi, finalement. Peut-être un dernier mot par rapport à notre méthodologie sur les petites et moyennes entreprises, parce qu'on nous pose souvent la question, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un biais dans votre méthode de notation parce que justement les entreprises de plus grande taille publient plus d'informations et du coup, est-ce qu'on n'est pas... Parce qu'on n'a pas forcément les moyens de répondre au dialogue et de mettre en place un reporting très fouillé. Est-ce qu'on n'est pas défavorisé ? Et du coup, en fait, on a vraiment mis en place une méthodologie spécifique pour les petites et moyennes entreprises qui leur permet de ne pas être défavorisées. Et donc, du coup, juste pour vous donner quelques exemples, on va traiter certains sujets de façon plus légère. On va regarder plutôt est-ce que oui ou non il y a cette information qui est publiée, plutôt que de regarder dans le détail comment les émissions de gaz à effet de serre ont évolué sur les 3 voire plus dernières années. Là où on va, si les émissions augmentent dans une grande entreprise, on va attribuer une moins bonne note. Pour les petites entreprises, on va plutôt déjà dire « Ok, elle a fait l'effort de publier ces entreprises, de collecter ces informations. C'est un travail important au sein de l'entreprise. » Donc du coup, là, on n'est plus sympa, entre guillemets. Enfin, c'est quand même bien intégré avec des règles très, très précises au sein de notre méthodologie. Voilà, donc pour vous dire qu'on a un traitement différent des petites sociétés par rapport aux grosses. Mais c'est très important de le mentionner. Tout le monde ne fait pas ça, toutes les agences ne font pas ça. Et donc ça permet aussi de valoriser les efforts, au-delà de essayer d'avoir du contenu. Mais néanmoins, je pense que c'est important aussi que les entreprises aient en tête de mettre à disposition sur leur site internet, dans des communiqués de presse, un peu des données et valoriser leur mission, leurs actions en faveur de la RSE, du climat, de la société. Donc il faut faire attention à ce qu'on publie et je trouve que c'est important pour que vous puissiez trouver des données là. Et si l'entreprise n'est pas notée et souhaite l'être, en quoi c'est intéressant pour elle de chercher à être notée et comment cela se passe-t-il dans ce cas ? Oui, alors c'est effectivement une démarche qu'une entreprise qui ne figure pas dans notre univers de notation aujourd'hui qu'elle peut entamer. Donc elle peut nous contacter pour être notée soit sur la même méthodologie que celle que j'ai décrite tout à l'heure, soit à travers une démarche plus approfondie. Et on vous expliquera un petit peu plus comment ça marche. Mais c'est vrai qu'on nous pose parfois la question quelle utilité a une notation sollicitée. Et en fait, cette utilité, elle peut être multiple. Donc, je dirais le premier besoin que peuvent approuver les clients que l'on a qui nous contactent pour une notation sollicitée, c'est vraiment la communication envers ses investisseurs. Et ses prêteurs, bien sûr puisque ce ne sont pas que les investisseurs, mais aussi les banques qui s'intéressent beaucoup à de plus en plus à la performance extra-financière des entreprises avec qui elles entretiennent une relation client. Donc pour communiquer aux investisseurs, pour une levée de fonds, pour un financement, c'est toujours très utile d'avoir ce type de document à disposition quand on n'est pas forcément coté en bourse et quand on n'a pas forcément déjà eu une telle notation.
Après, bien sûr, c'est aussi un élément différenciant, et notamment aussi vis-à-vis des clients, parce que je pense que les petites et moyennes entreprises qui nous écoutent savent très très bien que il y a de plus en plus de donneurs d'ordre qui exigent donc une preuve de la bonne performance extra-financière. Donc il y a des questionnaires à n'en plus finir que vous recevez, et pouvoir joindre à la réponse d'un questionnaire une notation extra-financière d'un acteur reconnu par le marché, c'est un élément extrêmement différenciant. Et je dirais un dernier élément qui n'est pas écrit sur ce slide, mais qui est aussi extrêmement utile pour une entreprise qui se lance dans la démarche de se faire noter, c'est le pilotage en interne de la démarche RSE ou de la démarche de développement durable, ou comment vous voulez l'appeler. Donc, quand vous savez vraiment en détail sur 140 voire plus de critères, comment un acteur tiers vous note, c'est extrêmement important, notamment d'une année à l'autre, pour voir comment évolue cette performance extra-financière. Donc ça, c'est vraiment les 3 raisons les plus importantes. Donc les marchés financiers, en gros, les clients et l'interne. Alors, comment on fait ? En gros, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a 2 méthodes. La première, c'est ce que disait Julia, consiste à utiliser l'outil qu'on vient de décrire rapidement, qui est celui de l'agence de notation en non sollicité, donc ces fameux ratings qu'on produit pour les investisseurs. Et l'intérêt de ce rating, c'est que c'est un signal qualité très connu des investisseurs. Donc, vous l'utilisez à titre sollicité, ça a la même valeur à leurs yeux qu'un rating qui serait produit dans le cadre non sollicité. C'est benchmarkable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous répondez aux mêmes questions que nos 2300 entreprises européennes, on peut vous comparer à des entreprises de même secteur, de même taille, etc. Et globalement, c'est assez rapide, c'est assez industrialisé, ça va très vite. En 3 semaines, vous avez votre score. Mais sinon, la méthode est toujours la même, un algorithme qui aboutisse à un questionnaire, un algorithme et des notes. Ça, typiquement, c'est un outil qui a été beaucoup utilisé pour les introductions en bourse. Introduction en bourse, par définition, les entreprises ne sont pas cotées, donc elles ne sont pas dans notre couverture, mais elles parlent à des investisseurs qui savent que demain elles seront cotées. Donc les investisseurs veulent savoir ce qu'il y a sous le capot. Et à ce moment-là, en ce moment les introductions en bourse c'est un petit peu moins animé, on va dire, mais en 2020, 2021, on avait en gros 80% des introductions en bourse sur le marché français qui se faisaient avec des notations rating ESG, Etifinance. Alors, ça, c'est la méthode, disons, rapide, standardisée, etc. Une méthode plus approfondie, ce qu'on appelle en bon français du Sustainability Assessment. Alors là, en fait, on va aller au plus près des réalités d'une entreprise, au plus près du secteur. Par exemple, on a pu noter avec cette méthode-là des entreprises qui travaillent dans le secteur des infrastructures de transport, des banques, des caisses régionales. Et à ce moment-là, évidemment, on ne va pas regarder, prenons l'enjeu climat, on ne va pas le regarder de la même façon selon que vous travaillez dans le secteur aéroportuaire ou que vous êtes une caisse régionale du groupe Crédit Agricole. Donc, il y a un focus sectoriel et des questions qui vont être beaucoup plus adaptées au secteur. On va beaucoup plus loin dans l'adaptation sectorielle. Et puis, la méthode est différente. De l'autre côté, vous vous souvenez, on avait des questions algorithmes et ça produisait des résultats. Là, c'est beaucoup de revues documentaires. On demande beaucoup de documents à la fois externes, mais aussi internes de l'entreprise. Ce sont des interviews de responsables. Et donc là, ça nous permet aussi de capter des choses qui ne sont pas forcément écrites, mais qui sont importantes pour voir comment les réalités RSE vivent dans l'entreprise. Ce qui fait qu'in fine, on arrive toujours à une note, parce que derrière, il y a un référentiel, il y a une métrique, etc. Mais une note qui est beaucoup plus fondée
s'appuyer sur des analyses en profondeur et qui s'accompagnent d'éléments d'analyse plus qualitatifs. Et là, typiquement, on va avoir souvent des demandes qui nous viennent d'entreprises, d'organismes qui veulent s'améliorer, qui veulent améliorer leur démarche, qui veulent la challenger, la relancer, et du coup qui ont envie de se confronter à un regard d'expert et qui utilisent cette notation. Merci beaucoup. Si on parle d'avenir et de demain, quelles évolutions anticiper? Pour le moment, la notation extra-financière n'est pas régulée. Ça risque de le devenir, hein, comme la notation financière. En quoi cela va-t-il impacter vos notations et votre façon de travailler avec les entreprises? Alors, si vous êtes énervé par la CSRD et la réglementation européenne, sachez que nous aussi, on sera réglementés donc, prochainement. Donc, il y a justice. Il y a justice, exactement. Donc, il y a effectivement une réglementation européenne qui a été préparée et qui a été votée par le Parlement européen au mois d'avril dernier et qui est toujours quelque part dans la pipeline, pas encore inscrit au journal officiel, mais on l'attend incessamment sous peu. Donc, juste quelques mots peut-être d'où vient cette réglementation. Elle vient quand même d'un certain nombre de points critiques qui ont été à maintes reprises évoqués par un certain nombre d'acteurs, par les entreprises notées, par les investisseurs qui utilisent les bases de données et par d'autres parties prenantes, bien évidemment. Donc, je dirais que le point critique le plus important, c'était que beaucoup d'acteurs, et notamment les entreprises notées elles-mêmes, ne comprenaient pas comment on arrivait à une note ESG à la fin. Donc, bien sûr, c'est une thématique très, très complexe, comme vous le savez. Nous, on a 140 indicateurs, donc de multiples thématiques différents. Et à la fin, on a une note entre 0 et 100 ou avec un système de A à D pour d'autres acteurs. Et donc, voilà comment comprendre comment une entreprise se situe sur voilà, ces échelles de notation. Donc, on reprochait souvent à des agences, bon, nous on entendait un peu moins ces points critiques personnellement, mais pour Etifinance, mais voilà, un manque de compréhension de comment se fabriquaient les notes. Donc vraiment un reproche de black box, si vous voulez, de boîte noire de la notation extra-financière. Du côté des investisseurs, on entendait souvent, et on l'entend toujours, la différence des résultats de la notation entre une agence de notation extra-financière et une autre. Et puis encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Donc là aussi, vraiment un besoin de clarification et d'explication des méthodologies. Et puis, pour ne pas parler, bien sûr, des potentiels conflits d'intérêts, là, on est un peu dans les mêmes cas de figure que les agences de notation crédit ou financière il y a un certain nombre d'années, suite notamment à la crise ou aux crises financières 2008-2011. Et donc, du coup, voilà, partant de ce constat-là et aussi dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne sur la finance durable, donc a été mis en place cette réglementation ou a été développée déjà cette réglementation sur les notations ESG. Et donc, du coup, il y a eu il y a eu des consultations d'experts, etc., tout le processus réglementaire que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais un processus assez long. Mais en tout cas, juste peut-être quelques mots sur le résultat. Qu'est-ce qui nous attend? Parce que, bon, une fois que la réglementation sera officiellement inscrite dans le journal officiel de la Commission européenne, de l'Union européenne, donc après, il va y avoir, il faut attendre. Bref, je ne vais pas dans trop de détails, mais en gros, on sera supervisé par l'ESMA
Et puis, on a un certain nombre de mois pour nous préparer à la réglementation qui va sans doute, selon le calendrier, être mise en place à partir de fin 2025, début 2026. Donc, on a à peu près un an et demi pour se préparer. Alors, qu'est-ce qui va venir ? Donc, une obligation de transparence et notamment sur nos méthodologies. Donc, on sera vraiment obligé de décrire dans le détail, au moins à destination des clients et des entreprises notées et avec un petit peu moins de détails au grand public, comment on arrive à calculer nos notes et quelles thématiques on aborde, quels sujets on aborde, quels indicateurs on utilise, et quelle philosophie aussi on prend. Bon, si on a un peu de temps et si ça vous intéresse, on peut parler de double matérialité tout à l'heure, ou de simple matérialité, etc. Bref, il va falloir qu'on soit extrêmement clair et transparent sur nos méthodes. Et aussi, il va falloir qu'on tienne des registres, qu'on soit transparent aussi sur nos processus, etc. Donc, la transparence, premier grand sujet. Deuxième grand sujet, à droite de l'écran, les conflits d'intérêts. Donc, il va falloir que l'on explique comment on gère les conflits d'intérêts, bien sûr, mais il va falloir aussi qu'on mette en place un certain nombre de mécanismes pour séparer nos activités de notation extra-financière par rapport à d'autres activités de notation crédit, de gestion d'actifs, de conseil, que ce soit pour les entreprises ou les investisseurs ou les acteurs financiers. Voilà. Et donc voilà. Troisième sujet, bien sûr, la fiabilité. Donc, on sera supervisé par l'ESMA et donc voilà, à travers la transparence aussi sur nos process, etc. On le sent déjà aujourd'hui parce qu'on est en plein dans la préparation. Déjà, on se structure, on met en place des processus beaucoup plus robustes. On écrit toutes les règles et on met en place une gouvernance spécifique. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail, comme vous, chères entreprises. De façon un peu différente, bien sûr, mais voilà. Donc on aura la joie de... Et bon, je ne veux pas paraître cynique parce que pour nous, c'est vraiment structurant et c'est une démarche qui est extrêmement importante aussi pour nous, pour notre avenir, pour nous préparer à grandir et à devenir vraiment un acteur européen de référence, parce que vous ne savez peut-être pas, mais les 4 grandes agences de notation extra-financière sont toutes d'origine américaine. Et du coup, nous, on est un peu le seul acteur qui reste, qui n'a pas été racheté par d'autres agences américaines en Europe. Voilà. Voilà pour la réglementation. Et Anne, tu vas nous parler un peu plus de la méthodologie. Voilà. Rapidement, c'est pas le grand soir. Hein. Notre méthodologie, elle évolue depuis sa création, chaque année un petit peu. Hein. Julia le disait, quand on s'est créé il y a 20 ans, comme on était sur des PME, ETI, on était surtout centré sur la transparence, est-ce que les entreprises publient ou pas. Puis petit à petit, nos questions, il faut qu'elles restent discriminantes, donc on les a fait évoluer. Donc là, de la même façon, on les fait évoluer, à la fois pour tenir compte de la présence de données plus importantes sur le marché. L'arrivée de la CSRD, de ce point de vue-là, va nous aider. À la fois aussi pour tenir compte des attentes, nouvelles attentes ou attention, on va dire, des investisseurs. Par exemple, les investisseurs sont de plus en plus en attente sur la dimension d'impact. Donc, en fait, si on résume beaucoup ce qui va se passer demain pour la méthodologie de notation, on va intégrer beaucoup plus en avant des notions de double matérialité qui vont dépendre du secteur. Donc, double matérialité, pour faire vite, c'est ce qui impacte l'entreprise, les enjeux environnementaux, sociaux, etc., qui impactent l'entreprise.
Première matérialité. Deuxième matérialité, les impacts de l'entreprise, environnementaux, sociaux, etc. Donc on va partir de ça parce que cette analyse-là va nous permettre ensuite d'avoir des pondérations différentes selon les secteurs, pour chaque enjeu, selon les secteurs. Donc on va avoir une analyse sectorielle plus affinée qu'auparavant. On va également s'efforcer de tenir davantage compte de l'impact des produits et services. Alors tout ça, on est en année pilote, hein, donc c'est déjà prêt, mais on est en train de tester les différentes hypothèses. Donc je vous partage des pistes de recherche. Et voilà, retenons cela, c'est-à-dire davantage de sectorialisation de nos analyses, à la fois dans les pondérations et dans les KPI utilisés, et davantage d'ouverture sur l'impact. Donc, demain, une méthodologie qui continue à évoluer pour coller de plus en plus, toujours à la fois à la donnée disponible et à ce qu'attendent les investisseurs. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai plein de questions, mais je pense qu'on a une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat. J'avais une question justement, Julia, sur la réglementation. On est passé de black box à cette exigence de transparence sur la méthodologie, les process, etc. Est-ce que le risque, c'est pas, ou le souhait, c'est d'aller vers de la standardisation, voire d'avoir un référentiel commun? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Alors, c'est une très grande question, très importante. Bon, la réponse, elle est relativement simple pour moi et pour la plupart, je dirais, des acteurs de la notation extra-financière. Elle est non. Ce n'est pas souhaitable et même pas vraiment praticable aujourd'hui. Et on est dans une grande complexité, comme vous avez pu comprendre. Et comme vous saviez sans doute déjà que le développement durable, c'est un multi-sujet. Donc il y a différentes dimensions, il y a différentes thématiques, des sous-thématiques, des indicateurs spécifiques. Bon. La CSRD, elle va nous amener vers beaucoup plus de standardisation. C'est la première étape. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. D'accord, et je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Est-ce que la CSRD va vraiment nous amener vers plus de standardisation, ou est-ce qu'il y aura toujours une différence de reporting, etc., mais aussi bien sûr d'appréciation de la performance. Parce que reporter, c'est une chose, mais décider ensuite quel est le seuil à atteindre pour une entreprise de tel secteur, de telle taille, etc. Quelle pondération donner à tel sujet? Est-ce que l'environnement est plus important que le social? Même vous allez avoir des différences d'appréciation entre l'Europe, les États-Unis, la Chine, sur comment peser, par exemple, la partie sociale dans un référentiel de notation extra-financière. Donc, voilà, donc c'est très complexe et je dirais qu'on n'est vraiment pas encore là aujourd'hui, là où on est aujourd'hui sur la notation financière, parce que là, effectivement, on a des standards et il y en a une comparabilité et ainsi de suite. Donc, par contre, il faut aussi ne pas oublier qu'on a mis plus de 30 ans, il me semble, pour définir les standards du reporting et de la notation financière. Et donc voilà, il faut laisser un petit peu de temps à l'extra-financier de se solidifier et de devenir plus standardisé. Et dernier mot sur ce sujet, parce que quand on compare les différentes agences de notation extra-financière qui opèrent aujourd'hui sur le marché, il y a aussi, je le mentionnais très rapidement tout à l'heure, une philosophie, des approches philosophiques différentes entre une agence et une autre. Et donc, on parlait rapidement de la double matérialité, mais il y a aussi ce qu'on appelle la simple matérialité financière ou la simple matérialité d'impact.
Donc vous pouvez avoir voilà, une approche de double matérialité. Vous prenez en compte quand même un large spectre de sujets, parce que tous les sujets qui sont matériels pour l'entreprise d'un point de vue financier aujourd'hui, c'est un plus petit nombre de sujets, alors que si vous prenez la double matérialité, vous élargissez le spectre des thématiques abordées. Et donc, du coup, voilà, c'est là aussi où on peut expliquer des différences entre certains acteurs, entre les notes données à une entreprise spécifique par différents acteurs sur le marché. Merci Julia. Puisque tu parles de double matérialité, il y a eu des vrais débats sur la matérialité d'impact. Au niveau international, l'ISSB a essayé justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette matérialité d'impact. L'Europe a réussi à la garder. Qu'est-ce que ça suppose pour vous? Parce que c'est extrêmement complexe de définir l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, la planète, le climat, etc. Est-ce que ça vous demande de développer d'autres compétences, de recruter des spécialistes? Moi, ça me paraît vraiment un sujet crucial, mais extrêmement complexe, en plus selon les différents secteurs d'activité. Donc, je ne sais pas si, pour vous, ce que ça représente, si ça va vous demander des changements, des recrutements, d'avoir des... En fait, je l'évoquais, il y avait une équipe de consultants RSE. Donc on a conduit pendant des années des analyses de matérialité pour le compte des entreprises, y compris sur les 2 dernières années des analyses de double matérialité. Donc là, dans le cadre du lancement de la nouvelle agence, on a lancé un gros effort R&D qui consiste à capitaliser sur les connaissances de ces experts RSE. Il y a des experts environnementaux, et de capitaliser sur leurs connaissances pour baliser le champ des matérialités d'impact et des matérialités financières. Là, on s'est arrêté sur une 40aine de secteurs, ce qui est déjà pas mal. Et une fois qu'on a, c'est un peu notre cartographie, hein, c'est la heatmap des enjeux RSE. Donc on l'a fait parce qu'on avait en effet, merci de le souligner Nathalie, on avait cette expertise à la maison, on va dire. Donc on a capitalisé dessus. Et ce que je peux peut-être rajouter, c'est qu'on a, comme je mentionnais au début, on a aussi notre agence de notation financière, avec là du coup des expertises et des profils d'analystes très très différents par rapport à nos profils côté agence ESG. Et du coup, il y a une collaboration entre ces 2 équipes au niveau de développement méthodologique qui est très important pour les 2 parties de l'entreprise, parce que aujourd'hui, comme toutes les agences de notation crédit, notre agence de rating financier prend également en compte l'ESG et notamment donc, les enjeux qui ont une matérialité financière pour l'entreprise, donc qui impactent la stabilité financière de l'entreprise. Et du coup, l'analyse ESG au sein de la notation financière, elle prend de plus en plus d'ampleur. Donc, et du coup, dans les 2 sens, en fait, ces expertises-là, on se soutient mutuellement pour élaborer donc des analyses plus fouillées des 2 côtés. Peut-être un dernier mot sur des nouveaux types de profils qu'on n'avait pas il y a 15 ou 10 ou 15 ans ou 20 ans quand Etifinance a été créé. Et donc là, c'est vraiment un domaine où on se staffe de plus en plus. Je dirais, d'un côté, il y a tout ce qui est data analytics. Donc on a besoin de créer des modèles statistiques, d'extrapoler, de regarder voilà, aussi donc les tendances, etc. On a besoin, pour nos analyses de la qualité de nos données, on a également de la modélisation qui nous aide. Donc là, c'est des profils qui sont nouveaux pour les agences de notation extra-financières. Et puis un dernier sujet, on n'y échappe pas non plus, personne n'y échappe, c'est l'intelligence artificielle. Gros sujet, bien sûr.
Et nous aussi, on se penche là-dessus. On a 2 spécialistes en interne qui nous aident bon, pour l'instant, on est vraiment dans l'exploration et de l'expérimentation. On y va avec beaucoup de prudence. Parce que c'est pas de la magie et des solutions miraculeuses qui d'un coup vous permettent de créer comme ça des notations extra-financières sans aide humaine quelconque. Donc, mais bon, c'est vrai que ce sont des profils qu'on n'avait pas avant et qu'on a eu besoin de recruter aussi chez Etifinance. Merci. On avait une autre question sur les autres services que vous offrez, peut-être plus le conseil, et également, puisqu'on reste dans la mouvance un peu réglementaire, nous, de notre côté, on a de plus en plus de demandes d'alignement à la taxonomie verte européenne. Est-ce que ce sont des services que vous offrez? Et peut-être Anne, je ne sais pas. Alors, le conseil aux entreprises, on n'en fait plus, ça vous l'avez compris, c'est fini. Ouais. En revanche, les analyses taxonomiques, ça fait un moment, je me demande d'ailleurs si ce n'était pas avec vous qu'on avait commencé, c'est 2021 notre première analyse taxonomique, donc on a développé une belle expertise là-dessus, d'analyse taxonomique, et on est super content parce que c'est une expertise. Alors régulièrement, on a des clients qui nous demandent de calculer leur alignement, enfin leur niveau d'éligibilité et puis éventuel niveau d'alignement à la taxonomie dans différents contextes. De plus en plus dans le contexte, on l'a vu monter dans les introductions en bourse, mais dans d'autres contextes de levée de fonds, etc. Mais par ailleurs, ça va devenir évidemment un élément structurant de ces fameux nouveaux EU Green Bond standards, donc des nouveaux Green Bonds qui seront complètement calibrés en fonction de la taxonomie. Donc oui, on est très fiers et très contents d'avoir développé cette expertise-là. Donc régulièrement, on le fait, oui, ça. Ça, c'est l'analyse taxonomique. Et puis, alors, sur les second party opinion, toujours pour rester sur les instruments financiers, on a décollé un petit peu plus tard que les autres agences, tout simplement parce que les entreprises avec lesquelles on travaille, PME, ETI, se sont lancées plus tard sur ces instruments-là. Mais depuis, je dirais, on y est depuis 4-5 ans, et on les accompagne aussi bien sur les émissions de bonds, placement privé un peu moins, mais aussi sur les prêts. Les prêts, on intervient beaucoup sur les prêts verts ou les prêts sustainability linked. Donc là aussi, on commence à avoir une belle courbe d'expérience sur ces sujets. Aussi bien, alors on a 2 gros marchés sur ces sujets second party opinion pour l'instant qui sont la France et l'Allemagne. On commence à intervenir aussi sur des émissions en Angleterre et en Espagne. Voilà. Et au Portugal. Et au Portugal. Ok, puisqu'on est dans le domaine géographique, on a vu un fort phénomène de concentration. Tu le disais, Julia, tout à l'heure. Les Américains n'ont pas réussi finalement à développer cette expertise de notation extra-financière chez eux. Du coup, ils ont racheté des entreprises qui étaient déjà très connues dans ce domaine. Par exemple, Standard & Poor's qui a annoncé l'acquisition de Cicero en 2022, ou Moody's avec Vigeo Eiris. Comment vous vous êtes positionné, vous, Etifinance? Est-ce que vous pensez que vous serez impacté par ce phénomène? Est-ce qu'on va garder une agence européenne chez nous? Alors, pour l'instant, on a résisté. Non, mais ce n'est pas une question de résister ou pas résister, mais on a choisi une autre voie qui est vraiment une croissance à la fois organique et aussi par acquisition, donc avec une forte volonté de rester en Europe. Donc voilà, on a pour ce qui est de nos actionnaires, donc on a des actionnaires qui sont pour l'instant essentiellement et uniquement français. Voilà, un family office et un certain nombre d'investisseurs institutionnels, notamment du monde assurantiel.
Et puis on a aussi quelques employés, des fondateurs, etc., qui sont actionnaires. Donc c'était jusqu'ici une forte volonté. Après, voilà, pour réussir dans ce marché, il faut être visible, il faut être connu et il faut grandir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tout à fait sur le radar et dans nos projets. Donc voilà, je peux rien vous dévoiler pour l'instant, mais c'est sûr qu'on va grandir dans les 2 années à venir tout en restant centré sur l'Europe. En tout cas, pour ce qui est de notre actionnariat, ça c'est vraiment une volonté. Après, il ne faut jamais dire jamais. Mais voilà, donc ce sont nos projets. Merci infiniment. Je ne sais pas si on a d'autres questions. N'hésitez pas. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans jamais oser le demander. Pas d'autres questions. Il me reste à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à prendre contact avec Etifinance. Voilà, en tout cas, on pourra peut-être voir ces échanges en replay. Et si on a des questions, voilà, on vous les fera parvenir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt.